Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais aborder cet aspect d'approche thérapeutique des troubles neurologiques fonctionnels, du point de vue de neurologue. Et comme vous le savez très bien, cette approche thérapeutique pour ce trouble neurologique fonctionnel passe par trois étapes importantes. C'est-à-dire, le premier, c'est de diagnostiquer et de bien expliquer aux patients ce trouble neurologique fonctionnel. Et je trouve que c'est l'étape la plus importante qui va entraîner l'adhésion du patient à sa prise en charge. La deuxième, c'est de prendre en charge le trouble moteur, c'est-à-dire tout ce qui est trouble moteur déficitaire, tout ce qui est mouvement anormal, ou bien une crise fonctionnelle dissociative qui a remplacé l'ancien CNEP. Et la troisième étape qui est importante, c'est la prise en charge des vulnérabilités, c'est-à-dire le patient vulnérable, c'est quelque chose de très très important. Et je pense diagnostiquer, ça passe par connaître le cadre nosologique de ces troubles neurologiques fonctionnels. Alors, chose qui malheureusement n'est pas très connue, le trouble neurologique fonctionnel, et on peut commencer par une enquête qui a été réalisée à l'American Academy of Neurology en 2018 et qui a montré que plus de 50% des neurologues, ils pensent que le trouble neurologique fonctionnel, ça ne les concerne pas. Une enquête en France par l'équipe de Dr Garcin, et qui est connue un peu dans le trouble neurologique fonctionnel, qui a montré qu'il y a plus de 80% qui ne connaissent pas un peu cet aspect, ou bien qui ne sont pas à l'aise à avoir des malades avec troubles neurologiques fonctionnels. Et concernant en bas, comme vous le voyez, c'est-à-dire de connaître le over sign ou les autres signes spécifiques, plus de 60% ne connaissent pas ces signes. Alors, comment on peut prendre en charge si on ne connaît pas le cadre nosologique et cette entité? Une enquête au service de neurologie de Casablanca, et qui est actuellement menée par Dr Hjiyej, donc qui montre effectivement à travers les chiffres auprès des neurologues, psychiatres, généralistes et internes, et surtout concernant la notion d'une formation dans le parcours du médecin, plus de 60%, ils n'ont jamais eu de formation concernant le trouble neurologique fonctionnel, et 20% c'est en dehors de la faculté. Donc ça représente quand même une urgence pédagogique de s'intéresser aux troubles neurologiques fonctionnels. À quelle fréquence pensez-vous voir les troubles neurologiques fonctionnels? Il n'y a que 6% qui pensent que c'est 50%. Donc vous allez voir que c'est un peu... Alors, est-ce que le trouble neurologique fonctionnel est un diagnostic d'élimination? Plus de 67%, elles disent que c'est oui. Alors, ce n'est pas vrai. Le trouble neurologique fonctionnel, c'est un diagnostic positif, ce n'est pas un diagnostic d'élimination. Et donc, vous voyez un peu qu'il y a beaucoup de très peu connus comme entité. Avec, bien sûr, comme vous le savez, ça représente le deuxième motif de consultation en neurologie, le trouble neurologique fonctionnel. Avec cet état un peu de méconnaissance de ce trouble, ça rend un peu les choses difficiles, et on sait très bien qu'il y a un impact de qualité de vie et un coût sociétal et médical très très important du trouble neurologique fonctionnel. Alors, il y a des critères, c'est les critères DSM-5 modifiés en 2022, avec une atteinte du mouvement volontaire ou d'une fonction sensorielle qui n'est pas expliquée, avec un retentissement et une souffrance établie, ça vous le connaissez. Et on sait très bien qu'il y a quelques caractéristiques qui sont très importantes, qui peuvent vous guider. On sait très bien que le trouble neurologique fonctionnel, elle peut toucher le sujet jeune, l'enfant, le sujet âgé, mais c'est surtout entre 20 ans et 40 ans, et c'est surtout les femmes. Mais en fonction du tableau clinique, de la caractéristique du tableau clinique, on peut dire que c'est plutôt sexe masculin. Par exemple, le parkinsonisme comme trouble neurologique fonctionnel, il est observé chez le sujet plus âgé et de sexe masculin, différemment de la crise fonctionnelle dissociative qui est plus chez la femme. Là, on voit un peu une étude qui a montré le dispatching un peu des troubles en fonction de l'âge. Alors, il faut connaître quand même quelques signes positifs du trouble neurologique fonctionnel, et on sait bien qu'il existe 37 signes neurologiques fonctionnels moteurs et 23 dans la crise dissociative. Donc, vous voyez un peu, ça vous fait 60 signes qu'il faut retenir du trouble neurologique fonctionnel. Et là, c'est les 6 signes les plus importants. Le over sign, vous le connaissez, c'est la correction d'un déficit de l'extension de la jambe quand on fait la flexion du membre normal. Le knee buckling, c'est la marche avec le genou fléchi, c'est les patients qui marchent avec un genou fléchi. Le dragging leg, c'est la jambe traînante, c'est-à-dire la jeune qui part en traînant la jambe. La chute sans pronation, généralement quand on fait une chute avec une atteinte corticale, on doit avoir une pronation. Alors chez ces malades, ils font une chute mais sans pronation, ce qui est un signe très évocateur du trouble neurologique fonctionnel. Le tremblement fonctionnel avec ces deux manœuvres de distractibilité et d'entraînement, c'est-à-dire le patient il tremble, mais quand vous lui demandez de faire une fonction motrice, le tremblement s'arrête. Ou bien si vous lui demandez de faire un tremblement de l'autre côté, elle va suivre la même fréquence du tremblement qui est très très spécifique et caractéristique.
Et bien sûr, pour les crises fonctionnelles dissociatives, quand on a les yeux fermés avec résistance à l'ouverture, quand on a des fluctuations, le stop and go, c'est-à-dire le malade, il fait des mouvements, surtout avec le bassin, il s'arrête et après il refait. Ça, c'est très en faveur de la crise dissociative, surtout s'il y a des pleurs plutôt que des cris. Quand on pleure, c'est plutôt fonctionnel. Quand on fait un cri, c'est plutôt épileptique. Donc voilà un peu les signes les plus importants à connaître. Connaître les phénotypes classiques, que vous connaissez très bien, mais surtout les nouveaux phénotypes. Il y a 2 nouveaux phénotypes du trouble neurologique fonctionnel qu'il faut connaître. Le premier, c'est le vertige positionnel, paroxystique perceptuel, très très importante entité, qui est causée par une atteinte quotidienne, plusieurs heures, avec une aggravation par la position debout, le mouvement et les stimuli visuels. Et le trouble cognitif fonctionnel, chose qui est un peu très délicate parce qu'il faut faire attention des fluctuations cognitives qu'on peut observer par exemple dans les DSL et qui peut prêter diagnostic différentiel et confusion avec un trouble cognitif fonctionnel. L'approche physiopathologique est très importante à connaître pour expliquer au malade et pour lui dire une chose, c'est que ce n'est pas structurel ce que vous avez, mais c'est plutôt fonctionnel, c'est une dysrégulation fonctionnelle et surtout une dysrégulation entre la prédiction qui est très développée chez ces malades avec troubles neurologiques fonctionnels, la prédiction motrice, avec une diminution de l'input sensoriel, c'est-à-dire ce retour sensoriel, elle est très atteinte au cours du trouble neurologique fonctionnel et cette dysrégulation, elle entraîne l'apparition de ce mouvement anormal. Là, c'est juste un rappel un peu sur les structures impliquées dans le mouvement anormal, l'intention, la planification, l'exécution et le mouvement. Alors, passons aux prises en charge des symptômes. Alors, un traitement efficace, il passe par une communication bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il faut que le malade soit conscient de son trouble. Il faut l'impliquer dans sa prise en charge, son traitement, et il faut lui expliquer le diagnostic, pas en lui disant, c'est ce qu'on fait souvent malheureusement, vous n'avez pas d'AVC, vous n'avez pas de sclérose en plaques, vous n'avez pas de tumeur et vous n'avez pas d'abcès. Donc, vous voyez, donc vous n'avez pas tout ça. Donc, vous avez quelque chose, un trouble neurologique fonctionnel. Donc, alors qu'il faut poser le diagnostic et expliquer au malade par les signes positifs. Normalement, il faut lui dire, vous avez ce signe de chute des membres sans pronation, c'est un signe qui est spécifique du trouble neurologique fonctionnel, et surtout de lui dire qu'on connaît maintenant ce que vous avez comme pathologie, vous avez quelque chose qu'on peut traiter, donc ne jamais passer par le diagnostic d'élimination, il faut passer par le diagnostic positif de ce trouble. Alors, c'est une prise en charge qui doit être personnalisée, c'est-à-dire en fonction du type de trouble, du sexe et de l'âge du patient. Elle est multidisciplinaire de toutes les façons. On ne peut pas dire que c'est le neurologue seul ou le kinésithérapeute seul qui va prendre en charge ce trouble neurologique fonctionnel. Et bien sûr, une notion très importante, c'est qu'il faut toujours traiter les affections associées. C'est-à-dire, c'est là une migraine, c'est là une anxiété, une dépression. Il faut toujours traiter les affections coexistantes. Alors, quel est l'état des lieux sur la prise en charge? Il n'y a pas beaucoup d'études dans ce domaine de troubles neurologiques fonctionnels. On peut dire qu'il n'y a qu'une 50aine d'études actuellement, dont un tiers sont en cours. Donc, on n'a pas beaucoup de données. La difficulté dans ce trouble neurologique fonctionnel, c'est qu'on n'a pas d'échelle d'évaluation. C'est-à-dire, ce n'est pas comme le Parkinson, on a le PDRS, ce n'est pas comme la sclérose en plaques, on a le DSS. Dans le trouble neurologique fonctionnel, comment vous pouvez évaluer l'efficacité de votre prise en charge? Donc, il n'y a pas vraiment d'échelle qui va vous permettre de voir clair. Alors, première, c'est la physiothérapie. C'est un travail de réentraînement au mouvement et de réapprentissage. Il faut éviter toujours de commencer par les exercices qui mettent en difficulté, en échec le patient, parce que ça va le traumatiser encore plus. Et commencer par des techniques simples. Il faut limiter les aides techniques. Et c'est une physiothérapie qui peut être faite soit en ambulatoire, soit en hôpital de jour. Il y a la rééducation vestibulaire, surtout pour les vertiges perceptuels positionnels. L'ergothérapie. La psychothérapie, je pense qu'on va avoir un topo dans ce sens, c'est l'avis du psychiatre. Et surtout les thérapies cognitivo-comportementales dans les crises dissociatives fonctionnelles qui ont démontré une grande efficacité dans ce tableau clinique. Alors, les autres thérapies, rapidement, la thérapie métacognitive, la psychoéducation, la psychédélique, c'est-à-dire en utilisant un peu des substances hallucinogènes, en se basant sur ce phénomène de top-down et de bottom-up qui est un peu altéré et qui a démontré dans certains centres une efficacité. Après, il faut modifier les croyances des patients. Comment on peut modifier les croyances? En les prenant en vidéo au cours de la nuit, c'est-à-dire
un malade tétraplégique, paraplégique, la nuit avec la vidéo, il faut voir qu'il peut bouger les jambes, il peut bouger les membres, et après il faut regarder cette vidéo avec le patient pour lui montrer que c'est des choses qu'il peut faire. Et effectivement, dans certaines équipes, ils ont démontré que ça donne un effet positif chez le malade. Parfois, on peut utiliser le bloc moteur avec de la lidocaïne, surtout dans les dystonies fixées. Et ça a démontré dans certaines équipes une efficacité chez les malades, parce que ça permet de relâcher le membre. Et le malade, il croit après qu'il peut rester sans être dans cette dystonie un peu fixée. Le régime cétogène, il y a une seule étude en cours, mais on ne sait pas quel est le rationnel. Donc ne me demandez pas ça, en attendant que le travail soit publié. On ne sait pas quel est le rationnel, mais il y a une étude en cours du régime cétogène dans les crises fonctionnelles dissociatives. Le traitement psychopharmacologique, la seule chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas traiter par les antiépileptiques. Donc ça ne sert à rien. Et dans le vertige, il y a les inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine et les inhibiteurs de recaptage sérotonine qui ont démontré une efficacité. La stimulation magnétique transcrânienne, la toxine botulique, l'hypnothérapie et les sédations thérapeutiques qui peuvent un peu être utilisées. Ça, c'est l'algorithme qui a été publié dans un article de Carl Tout-le-Monde et qui résume un peu cette prise en charge avec les différentes techniques, soit en ambulatoire dans les formes légères, soit en hôpital de jour dans les formes sévères à modérées ou très sévères en hospitalisation complète. Dernière, en 2 diapos, c'est la prise en charge de la vulnérabilité. Et là, vous connaissez le système des 3 P, c'est-à-dire le facteur prédisposant, le facteur précipitant et le facteur perpétuant. Et là, la métaphore du vase, elle va très bien avec ces 3 P. C'est-à-dire le facteur prédisposant, c'est les gouttes qui remplissent ce vase depuis longtemps. L'enfance, les traumatismes, tout ce que vous voulez. Après, le précipitant, c'est les 2 gouttes qui vont faire déborder le vase. Mais le problème, c'est qu'il faut traiter les facteurs perpétuants pour que le vase ne se remplisse pas encore. Et le perpétuant, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a 2 facteurs perpétuants très importants, c'est le médecin et l'administration, qui sont les 2 facteurs perpétuants. On peut discuter ça après. Le médecin par un mauvais diagnostic, l'administration par les mutuelles et tout ça. Alors, en conclusion, le trouble neurologique fonctionnel reste quand même fréquent, mais très peu connu, malheureusement. Ce n'est pas de la simulation, ce n'est pas de la folie, c'est important. Donc, un trouble neurologique fonctionnel, ce n'est pas de la simulation. C'est une urgence pédagogique pour l'insérer dans les programmes de formation. Et ce n'est pas un diagnostic d'élimination. C'est très important. Donc, il ne faut jamais dire au patient qu'il n'y a rien à faire, parce que ça se passe dans votre tête. Il y a toujours des choses à faire dans la prise en charge. Et il y a des pistes thérapeutiques en cours d'évaluation. Et n'oubliez jamais de prendre en charge les 3 P. Je vous remercie.